Merci beaucoup. Moi aussi, je tiens à vous remercier de m'inviter pour partager ce moment avec vous. Je tiens à remercier aussi les laboratoires Pharma 5 de nous offrir cette opportunité de vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui est la prévention de l'allo-immunisation. Alors, pourquoi on parle aux médecins généralistes? Parce que les médecins généralistes sont au premier front, comme on dit, pour les suivis de grossesse. Hein. Et donc, si vous suivez des grossesses, c'est que vous devez un peu connaître tous ces principes de prévention, parce que c'est l'essentiel et c'est sur ça que je vais insister aujourd'hui. Alors, mes conflits d'intérêts, je suis conseiller pour les laboratoires Pharma 5 pour la promotion de leurs produits immunoraux qui est un anti-D. Voilà. Donc, en parlant de l'allo-immunisation, avant qu'on démarre le sujet, qui suit ici les grossesses parmi vous? Pratiquement tout le monde suit les grossesses. Alors, simple petite question, on va démarrer. Est-ce que vous demandez le groupage systématiquement pour la grossesse? Très bien. Est-ce que vous demandez les agglutinin irrégulières systématiquement pendant la grossesse? Non, pas tout le monde. Est-ce que vous demandez les agglutinin irrégulières à 28 semaines chez les femmes rhésus négatifs? D'accord. Est-ce que vous faites de la prévention tout au long de la grossesse? Non. Est-ce que vous faites la prévention de 28 semaines? Il n'y a que deux voix qui disent oui. Hein. La majorité n'en parle pas. Alors voilà, ça sera le thème de cette présentation. On va essayer de voir hein, qu'est-ce qu'on doit faire et pourquoi on le fait. Alors, on parle d'allo-immunisation parce que c'est un sujet très lourd par ses conséquences, parce que quand il y a une allo-immunisation, vous allez avoir pratiquement 1/6 des enfants qui vont mourir, et la moitié de ceux qui vont naître vont soit mourir après la naissance, soit présenter un handicap très lourd. Et donc, elle fait d'elle une pathologie assez importante. Alors, c'est une pathologie assez importante dans les pays sous-développés. Parce que si on voit des pays qui sont développés comme le Royaume-Uni, on a pratiquement un décès sur 100 000, ce qui est pratiquement négligeable par l'allo-immunisation. Alors que dans les pays sous-développés, on en a, c'est quelque chose de très important. Alors, le paradoxe de cette pathologie, c'est qu'à la fois elle est grave, mais à la fois on peut la prévenir. Et si on rate la prévention, on ne peut plus rattraper cette prévention ultérieurement. Donc, ce qui fait qu'il faut être vigilant quand on a affaire à l'allo-immunisation. Alors, je crois qu'il y a un problème dans la succession, mais bon. Alors, quand on voit l'allo-immunisation au Maroc, le rhésus négatif, et là on va parler uniquement des rhésus négatifs, ça fait à peu près 9% de la population. 9% de notre population sont rhésus négatifs, et ce rhésus négatif il est variable en fonction des régions. On a des régions à un taux qui est très bas, si on parle de Ouarzazate par exemple, ou la région du sud-est, et des régions avec une forte prévalence, si on parle de Oujda, hein, avec à peu près 12%. Quand on parle d'une moyenne nationale, on est aux alentours de 9%. Et quand il y a une incompatibilité sans prévention, le risque de développer une allo-immunisation dans le couple est aux alentours de 16%. Voilà, ce qui reste quand même un chiffre très élevé. Alors, il y a un travail qui a été fait par le centre de transfusion de Rabat pour un peu étudier la prévalence de ces anticorps dans la population des femmes qui sont immunisées, hein, des femmes enceintes. Et ça a été fait sur un échantillon de la région de Rabat-Salé. Et sur 46 000 dons de sang, hein, chez les femmes enceintes, les prélèvements chez les femmes enceintes, il y avait à peu près 1200 femmes qui étaient positives, qui avaient des agglutinines irrégulières. Et donc, ce qui fait qu'on a une prévalence à Rabat, mais je pense que ça doit être à peu près hein, la même chose, sinon plus dans les autres régions, de 2,5% des femmes qui sont porteuses d'anticorps anti-érythrocytaires. Et donc ça fait 2% des femmes que vous suivez en consultation sont peut-être porteuses d'anticorps. Et quand on voit un peu la nature de ces anticorps, on n'a que la moitié qui sont des anti-D, on a 50% pour l'anti-D, et pour les autres groupes, les 50% c'est les autres groupes et les autres systèmes. Donc ce qui fait la première conclusion qu'on peut tirer de cette plaque, c'est que on ne va pas demander les agglutinines irrégulières uniquement chez les rhésus négatifs, on doit les demander chez toutes les femmes.
parce qu'il n'y a pas que l'immunisation dans le système Rhesus qui est dangereuse, il y a aussi l'immunisation dans les autres systèmes, Kelly, le petit c, Rhesus petit c, hein, ça reste des systèmes assez dangereux aussi, au même titre que le Rhesus D. Et donc, la première notion, c'est demander les agglutinin irrégulières chez toutes les femmes, même s'ils sont Rhesus positifs. Et ça, beaucoup de gens ont tendance à oublier cette notion. Alors, voilà, donc c'est là. Alors, une autre chose, une autre notion assez importante, c'est que quand on parle du Rhesus, et là on va un peu se centrer sur le Rhesus est une protéine de membrane. Hein, c'est un peu, quand vous avez le cytosquelette du globule rouge, là où il s'incruste dans la membrane, c'est par l'intermédiaire du Rhesus. Voilà. Et donc, la chose la plus importante, c'est qu'on va avoir la maturation de cet antigène très tôt dans la grossesse. Dès la constitution des premiers globules rouges, hein, les femmes ou les globules rouges Rhesus positifs vont comporter l'antigène. Et donc, une notion très importante là aussi sur laquelle je vais insister, c'est que même les événements du premier trimestre peuvent être immunogènes. D'accord? Voilà, ça c'est la deuxième notion assez importante, donc il faut être vigilant aussi dans les événements du premier trimestre, parce que ça peut être aussi une source d'immunisation. Et on va voir un peu ces événements. Donc, les menaces d'avortement, la grossesse molaire, la grossesse extra-utérine, et quand on fait des prélèvements parfois invasifs, ça c'est pas pour vous, c'est pour nous. Alors, qui donne des antidés lors de la menace d'avortement du premier trimestre? Lève la main. 1, 2, 3, 4, 5. En tout cas, vous n'êtes pas nombreux. Très bien. Alors, quand on un peu le substratum, les bases de cette immunisation, c'est qu'il y a dans un certain nombre de situations, dans 3, à peu près on peut dire 10%, vous avez une hémorragie fœto-maternelle. Donc quand il y a une menace, quand il y a des contractions, quand il y a un saignement, il y a la possibilité que des globules rouges fœtales passent dans la circulation de la maman, et donc ils vont l'immuniser. Et bien sûr, cette quantité de sang va augmenter avec l'âge de la grossesse. Elle peut être extrêmement minime en tout début, mais au fil du temps, du premier trimestre, on va avoir des quantités de plus en plus importantes. Et quand on voit les recommandations, hein, si on prend ici les recommandations françaises, ça constitue une indication. Hein, la menace d'avortement précoce du premier trimestre peut être une situation où on est peut-être amené, on est souvent amené à donner des antidés. Alors, quand on passe de la menace à l'avortement, là aussi, quelle que soit la procédure de l'avortement, qu'il soit spontané ou qu'il soit provoqué une aspiration ou une dilatation curetage, là aussi on retrouve les mêmes recommandations. Hein, c'est aussi une situation où il faut donner de l'antidé. Donc, ces événements de premier trimestre qui souvent passent inaperçus ou on ne pense pas à donner de la prévention, constituent des situations un peu dramatiques parfois. Et bon, je vais essayer de vous présenter un peu le cas d'une patiente que j'ai reçue pour transfusion fœtale. C'est une patiente d'Azro qui, lors d'un avortement spontané à 9 semaines, n'a pas reçu d'antidé. Et puis, dans les grossesses ultérieures, elle a fait une immunisation avec un ictère nucléaire chez le deuxième et une infirmité psychomotrice qui est décédée à 7 ans. Et puis, elle a fait des morts fœtales in utero. Hein, la 3e, 4e, 5e, 6e, 7e grossesse, c'est des morts fœtales. Donc, c'est ça un peu quand on parle de la gravité de la pathologie ou de ce poids de cette pathologie, c'est un peu par ces situations de décès répétitifs et de séquelles neurologiques. Alors, moi, j'ai reçu cette femme à la 8e grossesse pour la transfusion fœtale. Voilà, donc, alors quand j'ai fait la première transfusion, et là je voudrais un peu marquer certaines choses, je ne sais pas si vous arrivez à voir, à 26 semaines, parce que quand on fait une transfusion, la première étape c'est qu'on prélève le sang fœtal. On a accès à la veine ombilicale, on prélève, on fait une NFS, et puis on démarre la transfusion. Et
cet enfant-là avait 2 grammes d'hémoglobine. Donc, quand vous avez un enfant avec cet anasarque fœtal de l'alloimmunisation, il doit être aux alentours de 1-2 grammes d'hémoglobine. Voilà. Donc, on a fait une première transfusion. À la fin de la première transfusion, elle est arrivée à 9,4 grammes d'hémoglobine. Et puis, un mois après, j'ai refait une deuxième transfusion. Et là, je l'ai sortie avec 15 grammes d'hémoglobine. Voilà. Et donc, cette femme-là, je l'ai prise 2 fois, lors de la 8e et de la 9e grossesse, où elle a 2 enfants vivants. Et ça vous montre un peu quel est le poids de cette pathologie. Je ne sais pas si on va arriver à voir une vidéo, parce qu'on avait, non, on avait tout à l'heure un problème de connexion. Bon, ça ne passe pas, mais bon, je voulais vous montrer un peu ce qu'on fait quand on fait une transfusion fœtale. Ça se fait au bloc opératoire, comme on a accès à la veine ombilicale, et on transfuse dans la veine ombilicale. Alors, ceci dit, la conclusion qu'on peut tirer de cette première partie, c'est que les avortements et les menaces d'avortement sont des situations à risque. Et chaque fois que vous avez une femme rhésus négatif, pensez à faire de la prévention. Alors, pour les grossesses molaires, est-ce qu'on donne ou on ne donne pas? Si? D'accord. Alors, pourquoi on fait sortir un peu du lot ces grossesses molaires? Parce que quand on a une grossesse molaire complète, en principe, on n'a pas de globules rouges fœtaux. Il n'y a pas une constitution de globules rouges. Hein, c'est le placenta qui se transforme en kyste et il n'y a pas de structure fœtale. Donc, il n'y a pas de globules rouges du fœtus. Donc, en principe, dans la molle complète, on ne donne pas. Et dans la molle partielle, où il y a des structures fœtales, où il y a possibilité d'avoir des globules rouges du fœtus, on donne. Mais parfois, c'est difficile de faire la différence. Et donc, quand on n'arrive pas à faire la différence, on va donner cette prévention. Et bien sûr, chaque fois que nous avons à faire des gestes invasifs, une amniosynthèse ou un prélèvement de villosité, là aussi, on risque de traumatiser ces villosités, on risque d'avoir du passage du sang fœtal chez la maman et risque de l'immuniser. Alors, pour les grossesses extra-utérines, c'est la même chose. Hein, on les assimile un petit peu aux avortements, il y a le saignement est beaucoup plus important et le risque de passage du sang fœtal vers la maman est plus important. Et donc là aussi, c'est des situations où il faut donner de la prévention. Voilà, donc tous les événements qui sont susceptibles d'avoir ou d'entraîner un passage de sang fœtal vers la maman sont des situations où il faut donner des antidés. Alors, au deuxième trimestre, nous avons la chance de demander le génotype fœtal. Donc, on arrive déjà à un certain âge où les globules rouges ou l'ADN fœtal peut être détecté dans la circulation maternelle et on peut faire un groupage fœtal qui demande le génotype fœtal. Personne ne demande le génotypage. C'est possible, le génotypage, on l'a au Maroc depuis une quinzaine d'années. Écoutez, 600 dirhams, sans transfusion de Rabat. D'accord. Maintenant, le centre de transfusion ne le fait plus ces derniers temps, et donc on le demande chez nos confrères de Rabat qui sous-traitent avec Serba. Voilà. Et donc là, cette possibilité de pouvoir faire le génotypage va nous dire, de la grossesse, est-ce qu'elle est positive, rhésus positif ou rhésus négatif? Si elle est rhésus négatif, elle sort du lot de la prévention, on ne va plus faire attention à cette prévention. Par contre, s'il nous dit que c'est rhésus positif, là aussi, on doit compléter ou continuer à faire du veille et de la prévention. Donc, toutes les femmes qui vont saigner au cours du deuxième trimestre sont des candidates à donner des antidés. Et parfois, ces saignements persistent et on se demande est-ce qu'on doit continuer à donner plusieurs fois ou on doit s'arrêter de donner. C'est un peu compliqué dans la mesure où on ne peut pas faire de test de Kleinauer, de rechercher ces globules rouges du fœtus dans le sang de la maman, et donc on va chercher les anticorps, est-ce qu'ils sont toujours présents? S'ils sont toujours présents, les anticorps qu'on a donnés, donc elle est protégée. S'ils ne sont plus présents, on rajoute des doses d'antidés. Mais bon. Voilà. Après un traumatisme, la même chose.
Après des traumatismes, la même chose, c'est comme quand on fait des gestes invasifs ou on fait des prélèvements. Quand il y a un traumatisme, il y a aussi risque de saignement, il y a un risque de décollement placentaire, et donc il y a un risque de passage du sang fœtal vers la maman. Et donc il y a un risque d'immunisation, et donc c'est des situations qui doivent être protégées elles aussi. Alors, la situation de la mort fœtale est aussi une situation particulière. Vous pouvez avoir des morts fœtales qui ont des étiologies, et vous connaissez les étiologies, et des morts fœtales pour lesquelles vous n'avez pas d'étiologie. Et parmi celles-là, une grande proportion sont dues à des hémorragies du sang fœtal dans la circulation maternelle. Voilà. Et donc, la mort fœtale est une situation où l'immunisation, où le risque d'immunisation est très important. Et donc, c'est une situation où vous devez donner de la prévention. Et on revient aux systématiques cette fois-ci. J'ai posé la question tout à l'heure. Beaucoup de personnes ont levé la main. Et beaucoup d'autres n'ont pas levé la main. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à 28 semaines, pour les femmes rhésus négatifs, il faut demander des agglutinines régulières. Pour deux raisons. La première, si elle a été immunisée au cours de la grossesse, c'est pour essayer de suivre cette deuxième partie et intervenir pour éviter les conséquences de l'anémie. Et la deuxième raison, s'il n'est pas encore immunisé, on sait bien que le maximum d'immunisation, c'est le 3e trimestre. Et donc, c'est l'occasion de donner de la prévention pour éviter cette immunisation pour le reste de la grossesse. Et donc, l'autre message important, c'est pour les femmes rhésus moins, pour lesquelles on peut faire une prévention, demander toujours des agglutinines irrégulières à 28 semaines. Et si ces agglutinines irrégulières sont toujours négatifs, donnez de la prévention. Voilà, ça c'est l'autre message qui est assez important. Et ce message-là, il y a un consensus entier. Toutes les recommandations de tous les pays qui établissent des recommandations dans ce sens-là sont d'accord sur cette dose de 28 semaines. Voilà. Donc, on va un peu discuter de cette plaque à la fin. Non seulement cette dose est efficace sur le plan médical, mais aussi sur le plan financier. Parce que vous savez, il y a aussi le côté financier de la chose. Est-ce qu'en faisant un dépistage et en faisant un traitement, est-ce qu'on est rentable sur le plan financier? Non seulement on est rentable sur le plan humain, mais on est aussi rentable sur le plan financier. Et là, je vais vous donner un petit peu une notion sur les prix d'une transfusion. Une transfusion qui, quand les gens partent à l'étranger, ça leur coûte aux alentours de 15 000, 16 000 euros. D'accord? Quand elle est faite chez nous au Maroc, ça coûte aux alentours de 14 000, 15 000 dirhams. Mais ça reste qu'on a peut-être parfois besoin de 3, 4, 5 transfusions au cours d'une grossesse. Et donc, ce n'est pas donné non plus. Même si c'est moins cher chez nous, ce n'est pas donné. Et donc, le coût de la prise en charge de l'alloimmunisation est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que le coût de la prévention. Alors, celle-là, je ne vais pas insister beaucoup parce que tout le monde est d'accord sur ça. Chaque fois que vous avez une naissance, vous donnez, quand le bébé est rhésus positif, vous donnez de l'anti-D. Je crois que tout le monde est d'accord sur celle-là. D'accord, très bien. C'est la première notion qui a permis de baisser réellement le risque d'alloimmunisation. Sur celle-là, tout le monde est d'accord, toutes les méta-analyses, toutes les recommandations. Voilà. Et d'habitude, on vous a toujours dit qu'il faut donner ça dans les 72 heures après un accouchement. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe si vous avez dépassé ces 72 heures et que vous ne l'avez pas reçu? Est-ce que vous continuez à donner ou à ne pas donner? Oui. Pour ceux qui ça reste efficace, lève la main, et pour ceux que ça ne reste pas efficace, lève la main. Efficace. Toujours de donner. Toujours donner. Très bien. Donc ça, c'est une notion qui est très importante. Je ne sais pas qu'on va... on va arriver à cette plaque. Non. Bon, on reviendra à celle-là. Voilà.
Alors donc, l'anti-D reste efficace même dans les 28 jours qui suivent l'accouchement. Vous avez une femme qui est sortie et que vous revoyez après 5 jours, une semaine, 10 jours, 15 jours, hein, elle pourra toujours tirer profit de l'anti-D. Voilà. Le bénéfice de l'anti-D peut persister jusqu'à 28 jours. Et donc, là aussi, il ne faut pas ménager vos efforts. Alors, si vous avez une femme qui est de RAI positif, qui va lui donner des anti-D pour la prévention? Vous allez continuer à lui donner de l'anti-D? Oh, je l'ai mise parce que j'ai eu pas mal de fois cette réflexion. Donc, s'il est déjà immunisé, c'est trop tard, c'est fini. Ça fait. Même si vous lui donnez de l'anti-D, c'est ce qu'elle a déjà dans son sang. C'est les anticorps anti-D qui lui causent tous ces problèmes. Et donc, ça ne sert à rien de donner de l'anti-D chez une femme qui est déjà immunisée. Malheureusement, on continue toujours à recevoir. Par contre, une femme qui est déjà immunisée, il faut prendre contact avec des gens qui vont peut-être la prendre en charge pour rechercher une anémie fœtale, faire une transfusion fœtale. Comment on recherche une anémie fœtale? C'est la vidéo que je voulais vous montrer et bon, je vais essayer par la suite de voir si elle peut passer. L'anémie fœtale, on la recherche par le Doppler de l'artère cérébrale moyenne. Un sang anémique est un sang fluide qui va circuler plus vite et donc on va avoir des vitesses plus élevées. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on fait le diagnostic de l'anémie fœtale. Alors, quelle est la dose optimale d'anti-D? Quelle est la dose optimale d'anti-D? 300, d'accord, ok, très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, il y a un test de Kleinauer qui se fait et qui va vous dire il y a telle quantité de sang fœtal qui est passée et on va donner la dose correspondante. Mais malheureusement, on ne peut pas le faire chez nous. D'accord. Ce qu'on sait, c'est que la moyenne d'hémorragie fœto-maternelle est très minime. C'est de l'ordre du millilitre. Et qu'une dose de sang gamma suffirait. D'accord. Mais cette dose n'est pas disponible et on sait que la dose qui est disponible chez nous au Maroc de 300 gamma est une dose largement suffisante pour couvrir pratiquement tous les événements de la grossesse. D'accord. Et donc, quand on donne une dose de 300 gamma, généralement, on ne revient pas pour donner une deuxième ou une troisième. Alors, ici, ça va résumer un petit peu ce qu'on venait de dire. Quand il n'y avait pas de prévention, l'immunisation est aux alentours de 16%. Quand on a introduit l'immunisation, la prévention postnatale qu'on donne à la naissance, on est descendu à pratiquement quelque chose aux alentours de 2%. Et quand on donne cette prévention de 28 semaines, on est descendu de 2% à pratiquement quelque chose aux alentours de 0,3%. Et quand on traite les événements de la grossesse, c'est-à-dire ces menaces d'avortement, ces saignements, ces situations à risque, là aussi, le taux de l'immunisation devient vraiment pratiquement négligeable. Voilà. Et donc, le plus important pour ceux qui suivent la grossesse, c'est d'arriver en fin de grossesse sans immunisation. Alors, si on prend les recommandations, il y a celles qui sont niveau de preuve 1, et donc très fort niveau de recommandation, c'est la dose postnatale de 72 heures suivant l'accouchement et la dose de 28 semaines. Ça, c'est des niveaux de preuve 1, c'est-à-dire qu'elle remplit toutes les conditions des études les plus importantes, méta-analyse, tout ce que vous voulez, randomisation, tout ce que vous voulez. Alors, pour le niveau de preuve 2, c'est toutes les autres situations qu'on a vues. Que ce soit les situations de prélèvement, les hémorragies, la grossesse molaire, la fausse couche spontanée du premier trimestre, toutes les grossesses extra-utérines, les femmes qui vont présenter des saignements au cours de la grossesse, quand on fait des manœuvres, nous, les obstétriciens, pour l'éversion, toutes celles qui ont subi un traumatisme et toutes celles qui ont une mort fœtale in utero. Voilà, donc ça, c'est les situations. Et donc, le médecin généraliste, vous avez beaucoup de ces situations dans votre cabinet, vous suivez les grossesses et donc vous êtes souvent confronté à cette situation
Et au vu du pourcentage de malades qui sont suivis dans les cabinets de médecins généralistes, je crois que vous êtes un acteur principal de cette prévention. Voilà, je vous remercie. Je vais essayer de voir si cette vidéo va passer, si elle passe ou ne passe pas. On va peut-être la passer manuellement. Je ne sais pas si... Alors c'est une vidéo personnelle qui était sur YouTube, et donc, je ne sais pas, elle est petite, on va peut-être l'agrandir. Attends, on va l'agrandir. Hein? Quand je la fais plein écran, il ne marche pas. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. إلا كليك عليه بعد هو بطاقته. لا خلينا نديروها نورمال. D'accord. Alors voilà, donc c'est ce que je vous expliquais. On fait une échographie, on est à la base du crâne. Hein, on va essayer de chercher le polygone de Willis. Voilà, donc on a le polygone de Willis ici. Et ça, c'est l'artère cérébrale antérieure, l'artère cérébrale moyenne. Voilà. Et donc on va mettre notre curseur sur l'artère cérébrale moyenne. Pour ceux qui ont fait de l'échographie, ils vont connaître un peu ces trucs-là. Et donc, quand on va prendre les mesures de l'artère cérébrale moyenne, on va prendre... Voilà, on va calculer la vitesse. La vitesse, c'est le sommet de ces courbes. Voilà. Donc, on va la placer ici. Voilà, on place notre curseur ici. J'espère qu'on va aller jusqu'au bout de la vidéo. Et puis, ça va nous donner un chiffre qui va être marqué ici. Et ça, par exemple ici, 58 cm/s qu'on va reporter sur les courbes. Et on a des courbes pour chaque âge, pour ce qui est normal, combien on doit avoir. Et puis si on dépasse 1,5 de cette moyenne de cet âge, on se dit qu'il est en anémie. Et donc elle va faire une transfusion. Donc on l'a fait au bloc opératoire, comme ce qu'on va opérer, hein, parce qu'il faut une asepsie assez importante. Et donc, sous guidage échographique, on va introduire une aiguille et on va venir chercher cette veine ombilicale, ici sur le placenta. Voilà, donc vous avez la progression de l'aiguille en haut qui vient par là, voilà. Et donc on suit sa progression jusqu'à arriver à la veine ombilicale. Voilà, donc l'aiguille essaie de pénétrer la veine. Et donc, quand on fait ça, quand on arrive, donc la première des choses, on va avoir l'aide qui va commencer à aspirer du sang. Voilà, l'aiguille, le trajet de l'aiguille qui est arrivé. Et donc, il aspire le sang pour... donc, on fait un premier envoi au laboratoire et on commence notre transfusion. Et donc, quand on reçoit le prélèvement, on va calculer un peu la quantité de sang qu'il nous faut pour arriver jusqu'à 15. Et donc, on continue notre transfusion jusqu'à 15. Voilà. Et donc, l'opérateur reste figé. Hein, moi, je reste figé tant que le deuxième, l'aide commence à faire passer le sang. Voilà. Je vous remercie. S'il y a des questions, peut-être qu'on va laisser à la fin.